Bonjour, Monsieur Maas. Merci beaucoup de vous prêter au jeu puis de participer à cet entretien aujourd'hui. Merci surtout d'avoir accepté de programmer toute une sélection pour Tank autour de la crise d'octobre. Nous, à Tank, on trouve vraiment intéressant d'avoir le point de vue de l'intérieur, de gens qui ont participé, des témoins qui peuvent remettre en perspective puis en contexte des événements, surtout des événements historiques aussi cruciaux que la crise d'octobre. Puisqu'on s'apercevait aussi, c'est à quel point autant on en a entendu parler depuis notre tendre enfance, puis que ça fait partie un peu de la mémoire collective québécoise, autant, mis à part certains éléments factuels ou le nombre d'arrestations, les perquisitions, qui sont les éléments peut-être un peu plus spectaculaires, ben, est-ce qu'on connaissait tant que ça, nous, les tenants et aboutissants de cette crise-là, et surtout peut-être tout le contexte politique et historique qui avait permis de voir naître cette contestation? Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment très, très intéressée que vous participiez parce que c'est un peu ce que vous avez amené aussi dans la discussion, c'est cette mise en contexte. Donc, déjà en partant, vous vouliez faire une petite mise en contexte historique pour expliquer le contexte social. Donc, je vous laisse aller. D'abord, un grand merci à toi et à Tank de participer à cet événement. C'était un retour aux sources. J'ai revu les films que je n'avais pas vus depuis 50 ans, d'autres que je n'avais jamais vus d'ailleurs. Et ça m'a obligé à voir comment tout ça avait évolué. Et pour moi, là, ça a été personnellement d'un grand apport de réflexion. Puis j'espère que ça sera pour ceux qui vont regarder. La première chose que je voudrais dire pour mettre ça en contexte, c'est que en 1961, 44% des gens ont 19 ans et moins. C'est énorme pour une population. Donc, c'est une société qui aspire au changement. Et c'est une époque de grands bouleversements à tous les plans. Politique, social, moral, religieux, esthétique, partout. Et il y a 4 grands courants qui traversent notre société à l'époque. Le nationalisme, le socialisme, le féminisme et la contre-culture. Selon les moments, ils sont plus importants l'un que les autres. Ce n'est pas le nationalisme qui domine, juste qu'évidemment la crise d'octobre là, qui évacue le tout. Mais si je dis ceci, c'est que la veille de la crise d'octobre, en octobre, ce n'est pas le nationalisme qui domine. Il est là très présent, mais les autres courants sont aussi forts. Oui, mais ce qui me semblait le plus fascinant, c'était le projet social et progressiste de tout le monde. Pierre Vallière, Charles Gagnon, Simard, je veux dire, il n'y en a pas un qui parle uniquement du projet identitaire ou du rapport à la langue ou la culture, mais c'est vraiment un projet social, politique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on regarde la volonté d'indépendance à l'époque, c'est que ça part de la domination de la classe ouvrière, des plus démunis. Alors que, là, je fais un jugement très personnel puis qu'on pourra contester, si on regarde ce que le PQ est devenu par la suite, le PQ n'était pas le parti de la classe ouvrière. Le PQ était le parti de la classe moyenne. Et les bienfaits dont bénéficiait la classe moyenne, que ce soit l'assurance santé, l'assurance automobile, l'aide juridique, tout ça, qui profite à tout le monde, ont été pensés, je pense, là je fais un jugement très personnel, pas le contester, mais c'est pour expliquer la différence des deux époques, pour la classe moyenne, et évidemment, la classe ouvrière en profitait. Mais aussi, c'est avec avec le sage avant, au niveau des écoles, il y a bien des gens qui ont pas allé à l'université parce qu'il y avait des prêts pour les étudiants et tout. Je ne dis pas qu'on n'a pas rien fait là, pour les ouvriers. Mais je pense que le Parti québécois, ça me surprend quand je vois des choses. En tout cas, aujourd'hui, le Parti québécois, c'est le parti de classe moyenne. Alors que les mouvements à l'époque étaient, au départ, la classe ouvrière et tous les dominés. Et le Parti québécois a été aussi, il était dans l'eau chaude parce qu'il ne voulait pas revendiquer ses liens avec, en fait, il voulait absolument se couper de tous les liens avec les felkistes. Ils étaient vraiment dans une perspective où ils devaient se montrer un peu... Ben, c'est-à-dire ce que je comprends très bien. Je me souviens, quand il y a eu la fameuse lecture du manifeste du FLQ, mon père, qui était un homme de droite, vraiment, recevait des hommes d'affaires à la maison et ils avaient interrompu leur réunion d'hommes d'affaires pour écouter la lecture du manifeste du FLQ. Et à la fin, mon père avait dit à ses amis bien nantis, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'ils disent. Et les autres avaient dit, c'est un fait. Il ne faut pas oublier que jusqu'à, on va appeler ça la mort, on ne parlera pas d'exécution, etc., jusqu'à la mort de Pierre Laporte,
la majorité de la population québécoise, en tout cas pas la majorité, mais une grande partie de la population québécoise était avec le FLQ. Et à partir du moment où la porte, on la trouve mort dans un coffre arrière d'auto, le vent tourne complètement. Justement, on va peut-être revenir un peu plus tôt, donc pour faire un peu, aller un peu dans le sens de l'escale que vous avez programmée, puis refaire une perspective historique. Si on part de... Moi, j'ai été absolument fascinée de découvrir le film que vous avez réalisé, FLQ, qui est vraiment comme document, le document connu sur le premier, qui donne la parole à des felkistes, puis qu'on peut vraiment avoir accès à la pensée politique qui est en développement à ce moment-là. Vous l'avez fait en 67. Est-ce que vous pouvez raconter un peu le contexte de ce film-là? Oui. Alors, j'étais étudiant en cinéma à Paris de 61 à 63. Et dans le journal Le Monde, que je lis toujours quotidiennement, même à mon âge canonique, on a parlé du Québec à 2 reprises en 2 ans. L'élection du Parti créditiste et de Réal Cahouette et le FLQ. Et là, je ne comprenais pas, mais j'étais totalement déstabilisé de voir que des Québécois de mon âge avaient commis des attentats. Ça dépassait mon entendement. J'aurais jamais pu m'imaginer ça. Alors là, on est en 63, je reviens au Québec. En 67, on commence à en libérer. Par exemple, quand on tourne le film Villeneuve, ça fait à peine 3 semaines qu'il est libéré. Gagnon était libéré 2 mois avant, etc. Pas dans l'été, en fait. Donc là, les membres principaux, en tout cas très importants dans le FLQ, ont été libérés. Il y en a d'autres qui sont en prison toujours. Alors, je me dis, bon, ben là, c'est le temps. Surtout que, par un merveilleux concours de circonstances, je venais de me trouver 1000 piastres, puis avec un paquet de chums qui s'appelait Dusty, Nol, et puis Drouin, qui ne chargeaient pas cher vraiment, puis aussi profitant clandestinement de moyens de production dans les industries du cinéma à leur insu, on a pu faire ce film-là avec 1000 pièces. Je ne dirais pas qui nous a permis de nous faufiler et quel lieu, mais le film existe grâce à lui. Je les en remercie de tout cœur, même s'ils ne le savent pas. Le FLQ, Front de libération québécois, fut le premier mouvement révolutionnaire à utiliser la violence depuis la rébellion de 1837. Le FLQ entra en action le 6 mars 1963 et opéra jusqu'à l'arrestation de 15 de ses membres dans la première semaine de juin. Durant ces 3 mois, une douzaine d'attentats furent commis. Pourquoi avez-vous choisi la violence? Pourquoi? J'ai pas choisi la violence en 1963, je pense. Je pense qu'une situation m'a forcé à employer la violence. Ils venaient d'être libérés de prison. Ils étaient sous libération conditionnelle et je les ai rencontrés individuellement. Je leur ai parlé du projet et j'en avais rencontré un 5e, qui était Mario Bachin. Et ils m'ont dit, si Bachin est dans le film, on ne va pas être là. Donc, c'est pour ça que le film s'est fait à 4 et non pas à 5 avec Bachin. J'ai dit ça. Alors, pourquoi? Je ne l'aurais jamais demandé. Mais je me suis rendu à leur demande. Et quand on a tourné, vraiment, c'est tourné Carré Saint-Louis. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis leur libération. Ils sont contents de se voir. Et puis là, je les laisse aller. Je n'aurais même pas dit, toi, tu t'assois là. Je les ai laissés se placer. Et d'ailleurs, c'est très significatif la façon qu'ils sont placés sur le banc. Je leur ai laissé la parole. À l'occasion, je lançais une petite question pour les mettre sur la piste. Puis après ça, on s'est rencontrés dans l'appartement d'un d'eux, où justement avait eu lieu leur dernière rencontre avant leur arrestation. Bon. Et quand j'ai terminé le film, je leur ai montré. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous dites? Parce que moi, je ne voulais pas que des gens retournent en prison pour montrer un film à quelques personnes, parce que, disons-le, c'est vraiment la sortie de ce film-là aujourd'hui. Il y a à peu près personne qui l'a vu. Ça a passé peut-être 2-3 fois à la Cinémathèque, puis c'est tout, là. Personne n'a vu ça. Donc, je leur passe le film et je connaissais une femme dans la RIN, une militante, dont le mari était juge. Et pour ne pas prendre de chance qu'il retourne en prison,
je lui ai montré le film. Il m'a dit, écoutez, vous pouvez y aller tel quel. Je ne crois pas. On pourrait vous accuser, on pourrait vous traîner en cours, mais je ne crois pas qu'il pourrait être condamné. Maintenant, si vous pouviez ajouter une phrase, non pas qui vient détruire ce qu'ils ont dit, mais qui viendrait contextualiser tout ça, là, votre film serait inattaquable. Alors, l'amoureux avec qui j'avais parlé individuellement avant la rencontre était d'accord. Les quatre n'étaient pas d'accord avec ça, mais lui et un autre au moins étaient d'accord que la violence était devenue inutile parce que politiquement, les partis s'organisaient mieux que les rien dans lequel ils avaient milité. Et là, l'amoureux a été d'accord pour dire la fameuse phrase « Je ne crois plus que la violence est nécessaire aujourd'hui ». Alors qu'en 1967, il y a l'Armée de libération québécoise puis d'autres mouvements qui vont continuer d'ailleurs jusqu'en 1972. Donc, mais ça, si vous remarquez dans le film, il n'y a pas d'image. C'était fait après le montage pour qu'ils ne retournent pas en prison. Parce que quand j'allais les rencontrer, ils sortaient de prison, ils habitaient avec leurs parents. Les parents n'aimaient pas ça me voir. Parce que je ramenais leur fils dans un passé qu'ils préfèrent oublier. Ça me touchait. Et je ne crois pas, moi, que quand on fait un film, on doit sacrifier des gens. Alors là, avec ça, quoi qu'il arrive, j'ai toujours eu la conscience en paix. Puis eux, ben, ils ont vécu librement. Oui, ça m'a étonné justement de me dire, de savoir qu'ils venaient juste d'être libérés puis qu'ils étaient capables de prendre position puis de reparler de leur action politique. Je m'étais étonnée justement sur la question de la légalité de la chose, aussi ça les avait mis en danger, mais c'est assez intéressant. Puis de voir aussi à quel point ils ne renient pas leurs actions, ils ne renient pas du tout. Même leurs pensées semblent peut-être s'être encore plus radicalisées ou être encore plus fortes. Je ne sais pas si l'expérience de la prison les a galvanisé un peu ou a mis un peu de carburant à la lutte. Là. Ben, il y a des livres qu'on disait tous à ce moment-là qui étaient Portrait d'un colonisé de Bernini, Dans la terre de Frantz Fanon, La dépossession du monde de Berck et tout ça. On avait tous lu ça, qu'on soit dans la FLQ ou pas. En fait, moi, je n'étais pas dans la FLQ. Hein. Je ne comprenais pas. Et j'ai fait le film pour dire comment des gars de mon âge ont pu faire ça. Puis là, pour une fois, on va leur laisser la parole parce qu'on les interviewait jamais. On les condamnait systématiquement et aveuglément, mais ils n'ont jamais eu la parole vraiment. Et là, je leur ai dit d'ailleurs, ça faisait partie du film, je leur ai dit, vous allez vous expliquer. Il n'y aura personne qui va venir vous contester. Moi, je juge que les spectateurs sont assez intelligents pour se faire une idée à partir de vos propos. Ils vont être d'accord avec vous, ne pas être d'accord avec vous, mais ce que je vous demande, c'est d'exposer honnêtement votre action et le pourquoi de vos actions. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ça résonnait pour vous, comme jeunes Québécois de leur âge? Est-ce que pour vous, parce que j'imagine que vous aviez déjà une pensée politique, peut-être qu'elle n'était pas, vous n'étiez pas dans les felkistes à ce moment-là, mais est-ce que ça travaillait? Je vais te répondre très, très ouvertement. Moi, j'étais d'accord avec leur analyse de la société, mais j'aurais jamais été capable d'aller aussi loin qu'eux. C'est là où je bloquais. Moi, j'aurais jamais posé des bombes. Hein? J'aurais pu, si tu veux, cacher les gens du FLQ. D'ailleurs, ce qui est intéressant à propos du film, c'est que quand je l'ai terminé, en 1967, j'ai été arrêté dans la fameuse Saint-Jean-Baptiste, où Trudeau était la veille de son élection. Et je raconte une chose, c'est qu'on est dans une cellule, et puis là, après qu'on nous a donné un sandwich au beurre de pinot le lendemain matin, il y a un gars qui est assis, appuyé contre le mur en face de moi, puis un autre à gauche. Alors, on s'approche et on se présente. Alors, moi, je dis Jean-Pierre Masse, et il dit Jacques Lanto, Jacques Rose. C'est là qu'ils sont connus. Et on s'est vu une couple de fois après, et les deux ont vu ce film-là, FLQ, avant leurs opérations de 1970. Et je me souviens que j'avais été chercher le film chez Jacques Rose sur la Rive-Sud, et qu'il cachait le film dans le jardin chez sa mère parce qu'il avait peur que la police se fasse descendre pour s'emparer du film parce que c'était la seule copie qu'on avait. Et Lanto, je le voyais souvent parce que moi, j'habitais sur la ligne Lennox et lui, il habitait la rue derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il était chauffeur de taxi. Puis quand il était écœuré, là, le soir, il venait prendre une bière chez moi puis il continuait, permettez-moi le mot, sa run de taxi. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, ouais. Moi, je me demandais justement à cette époque-là, bon, si on reste avant le samedi de la matraque, là, la manifestation de la Saint-Jean-Baptiste, pendant l'arrestation des felkistes en 63, tout ça,
c'était quoi la perspective puis la place qu'avait le FLQ dans la société québécoise? Est-ce qu'on en parlait beaucoup dans les médias? Est-ce que c'était connu? Ah oui, bien là, aujourd'hui, il y a bien des gens, c'est intéressant d'ailleurs que Tank fasse toute cette plateforme, c'est qu'on a réduit à peu près le FLQ à la cellule des Frères Roses puis de Simard. Mais il y a eu 6 vagues de FLQ de 63 à... En fait, il y en a qui disent que la FLQ a commencé en 62, mais les premières actions violentes du FLQ, c'est 63. Donc, disons, les opérations du FLQ ont duré de 63 à 72. Il y a eu 6 vagues successives. Et il y a eu une bonne douzaine de FLQ là, différents dans ces 6 vagues-là. Donc, une fois qu'ils sont arrêtés, le FLQ continue sous un autre nom. Je pense qu'après, c'était l'Armée de libération nationale, etc. Ça continue, ça continue. Et quand j'ai fait le film en 67, il y a 70 FLQistes qui sont incarcérés. C'est beaucoup plus que le premier, ça. Il y en a 70. Ah, Ça n'a pas arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Au fond, ça a arrêté en 72. Là, c'est pas moi qui le dis. Ce qui a arrêté la loi 72, c'est le Parti québécois. Parce que là, les gens se sont dit, il y a un véhicule démocratique qui est capable de prendre nos idées et de les mener à bon port, je peux m'exprimer ainsi. Mais ça a continué jusqu'en 72, ça n'a jamais arrêté. Puis, est-ce qu'il y avait une répression politique très, très organisée? Bon, là, on a vu comme un peu le summum de la répression politique avec la loi sur les mesures de guerre, mais de 63 jusqu'en 70, est-ce que c'était, vous sentiez-vous, ben, peut-être pas nécessairement vous, là, mais les gens autour ou même des gens qui étaient un peu sympathisants, est-ce qu'il y avait une forme de méfiance très, très présente ou comment ça s'exprimait? Toi, tu es dans le domaine des arts visuels beaucoup. Quand je regarde votre dossier, je trouve ça fascinant. Alors ça va vous intéresser. Après la crise d'octobre, Pierre-Éliott Trudeau est dans la même situation que Bachar el-Assad en Syrie. Il peut prendre 2 chemins. Il peut foncer dans la répression totale ou être permissif et de cette façon, non pas acheter les gens, non pas endormir les gens, mais contrôler la situation. Et il n'y a jamais eu autant d'argent pour les arts et les trucs communautaires qu'après la crise d'octobre. Entre autres, le vidéographe où j'étais. On avait à l'époque, pour le vidéographe, le sonographe et la télévision communautaire de Saint-Jérôme, on avait plus de 300 000 $ de l'époque par année. C'est de l'argent, là. Hein? Parce que tous les progressistes, même les VFLQistes, ce monde-là, venaient chez nous, ils pouvaient s'exprimer. Et leur calcul, c'était que c'est la meilleure façon de contrôler la situation. Et je pense qu'ils ont eu raison. Oui. Moi, justement, si on passe au film Terre des hommes de Pascal Gélinas et Pierre Harel, ce qui m'a étonné, bon, la violence policière, on la connaît, on la voit à l'œuvre assez régulièrement, mais il y a à ce moment-là une espèce de salve de violence qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est les images qui rendent ça pire que c'est, mais il y a quelque chose, je me disais, mais pourquoi la police marchait avec autant de violence et autant d'animosité contre les indépendantistes? Ou est-ce que là, à ce moment-là, c'était vraiment les progressistes qui étaient visés ou c'est les indépendantistes qui étaient visés? Mais pourquoi une telle salve de violence? Puis à qui ils répondaient, en fait? C'est vraiment l'instrument des impérialistes, du capital? C'est ça qu'ils défendaient? Ou... Écoute, c'est très intéressant. Moi-même, j'ai été arrêté. J'ai eu peur et je ne pensais pas que la police pouvait aller jusque-là. Quand on regarde les événements, il y a eu des manifestations bien avant. La première manifestation, permets-moi l'expression, où la police fesse dans le tas, c'est un peu avant. C'est ce qu'on a appelé le samedi de la matraque. C'est la visite de la reine Élisabeth à Québec, où là, on fonce dans le tas, puis on frappe n'importe qui. Ça, c'est la première fois que la police fait ça. Parce qu'avant, j'avais été, entre autres, dans une manif contre Drapeau qui voulait interdire les manifestations et on avait fait une manifestation anti-manifestation. Interdit d'interdire. C'est ça. Et là, il y avait du beau monde. Il y avait Pauline Julien, il y avait Michel Brault, Claude Jutron. Il était à peu près une 50aine. Moi, j'étais là. Et là, il y a un policier qui nous regarde et qui dit à son confrère, c'est une belle classe de monde, par exemple. Donc, j'étais habitué à cette police-là. Ça, c'est avant le samedi de la matraque à Québec et c'est avant la Saint-Jean-Baptiste.
Et là, je vais te dire une chose très personnelle. Moi, j'ai été arrêté. Quand ils m'ont rentré, ils m'ont frappé à coup de matraque, je me suis mis les mains comme ça. Et j'avais la main enflée à près d'un pouce, mais je n'étais pas fendu. Et une fois assis dans la cellule, tassé avec les autres, les policiers venaient chercher ceux qui n'avaient pas de sang pour leur faire une volée. Alors, le gars à côté de moi, je me suis barbouillé avec son sang. Et là, je regardais les policiers, et là, j'en revenais pas que des Québécois, c'était des Québécois, ces policiers-là, soient aussi violents et aussi bestiaux avec nous autres. Et là, j'ai compris, après, qu'on leur avait dit qu'il y en avait 2 d'entre eux qui avaient été attaqués et aveuglés par de l'acide à cause des manifestants. On les avait montés. Et c'est, si tu me permets, la même chose qui se passe avec la police en Biélorussie actuellement. Hein? On leur dit, si eux prennent le pouvoir, vous allez y goûter. Vous allez être exécutés et vous allez payer pour. La situation se répète. C'est extraordinaire. Donc, là, les policiers ont vraiment débordé. Ils savaient qu'ils étaient couverts, puis surtout, il y en avait deux de leurs collègues, on ne leur avait pas dit les noms parce que c'était faux. Et là, c'est la manipulation de la police. Je pense que quand les gens entrent dans la police, c'est comme quand les gens deviennent avocats. Tu veux sauver la veuve et l'orphelin, tu veux protéger l'innocent, puis finalement, tu es pris dans un engrenage et que la très grande majorité de ce monde-là, des avocats et des policiers, sont du bon monde et restent du bon monde. Mais à un moment donné, conditionné dans une situation spéciale, tu peux aller très loin, ouais. Y compris moi. C'est un peu toute la déshumanisation, puis la polarisation extrême qui se fait qu'on peut voir aussi dans le film de Michel Brault, Les Ordres. Déshabille-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, déshabille. Ben voyons, on m'avait dit que je t'ai libéré. C'était fou. Veux-tu te déshabiller ou si tu veux qu'on te déshabille? Voyons, lève-toi pas. Prends ton temps. On va t'avoir par le moral. Plus que sur la politique ou sur la crise d'octobre, c'est un film vraiment sur cette question-là, de la répression étatique policière, puis comment un État peut rapidement s'emballer, puis aller dans utiliser des mesures qui n'ont aucun bon sens, qu'on peut regarder des années après, puis se dire comment ça a été possible. Mais c'était des hommes ordinaires qui faisaient ça. Et... Tu sais que tu as l'immunité et qu'on ne fera rien contre toi. Ouais. Ça change tout. Oui. Puis bon, on parle de la répression policière, mais on a un film en ce moment sur Teng qui est Léa Robach, Des Lumières dans la grande noirceur, sur la militante communiste Léa Robach, féministe et féministe. Puis ça aussi, on s'aperçoit en fait qu'il y a une haine. Bon là, on est dans la grande noirceur, on est avec Duplessis, puis il y a la loi sur le cadenas, il y a une peur la peur rouge, c'est les années du macartisme aussi aux États-Unis, fait qu'on s'aperçoit qu'il y a tout aussi un historique de peur et de haine contre les groupes progressistes et sociaux. Et c'est formidable que tu mentionnes le nom de Léa Robach parce qu'on voit que le féminisme et le socialisme, ça a commencé bien avant 1960. Hein? Bien avant 1960. Là, si tu veux, c'est comme les gens étaient jeunes, on avait renversé Duplessis, et qu'il y avait la télévision. La télévision a tout changé. On avait un accès sur le reste du monde. Hein? Un des problèmes des Américains, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Tu sais, les gens sont pour Trump, du monde intelligent que je respecte. Là. Mais ça, tu sais, quand on dit là, que l'assurance santé, c'est dans les pays communistes, est-ce que l'Allemagne est communiste, est-ce que la France est communiste, est-ce que l'Italie est communiste, est-ce que le Québec est communiste? Mais ils ne savent même pas. Alors que, justement, revenons à nos moutons et à notre télévision, en 1960, à partir de 1952, là, on voit ce qui se passe dans le reste du monde. On n'est plus limité parce qu'on veut bien nous dire, parce que l'Église veut bien nous dire, entre autres. Et là, ça ouvre les consciences d'une façon extraordinaire. Oui. Non, c'est assez impressionnant. Comme j'ai réécouté le film Les Roses hier, puis le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 au Québec, c'est grisant
à réécouter pour nous, la jeune génération, puis pour les plus jeunes encore, mais il y a quelque chose d'absolument, à la fois tellement grisant, tellement vertigineux, tellement beau et tellement désespérant pour nous parce qu'il y avait une espèce de rencontre de conditions exceptionnelles. Bon, la fin du clergé, la démographie des Les jeunes. relations amoureuses avec la pilule. Oui, Ça change tout. Bien au-delà de la sexualité, c'est qu'à ce moment-là, les gars et les filles, les deux, on n'avait pas peur que la femme qu'on aime tombe enceinte, et ça enlevait une épée de Damoclès dans toutes les relations, bien au-delà des rapports sexuels qu'on pouvait avoir. On a été beaucoup plus libres, beaucoup plus confiants, beaucoup plus complices les uns avec les autres. Ça a changé tout, pas seulement la question sexuelle. Oui, puis il y avait un monde à inventer, puis ce qui est assez exceptionnel, moi, mettons, même en réécoutant le film de Robin Spry, Les événements d'octobre 70, qui fait vraiment, bon, étape par étape, un peu les différences, ce qui s'est passé pendant la crise d'octobre, j'étais absolument fascinée qu'il y avait des choses possibles, dont lire un manifeste à la télévision en direct. Je veux dire, ça n'arriverait plus jamais. Jamais on pourrait accéder à une telle demande maintenant. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Quand tu disais que c'était une époque grisante, c'est vrai. Toutes les époques sont magnifiques à vivre. Bon, 2020, moi, je trouve ça formidable. Il y a des choses qui me tapent ses nerfs, mais il y a des choses qui ne sont possibles qu'en 2020, qui n'étaient pas en 1960. Là, ce qu'il y avait de formidable, c'est que tout était remis en question. En littérature, bon, premièrement, on découvre notre littérature. N'oublie pas, au début des années 60, c'est Régent Ducharme qui arrive. C'est Hubert Aquin, il n'y en a que deux. C'est les pièces de Michel Tremblay. Moi, quand je l'ai... Charles Bois. Ah ben oui. D'ailleurs, justement, j'écoutais Mo Fier à la télévision qui dit « Le stick show, on ne pourra jamais faire ça aujourd'hui. » Tu sais, on avait la salle ce soir-là, quelques pièces, on se mettait tout ensemble, puis on faisait ce qu'on voulait, puis là-bas, on nous laissait faire, puis surtout, le monde venait, puis ça poignait. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon. Mais c'était la même chose en peinture. Il ne faut pas oublier que je parlais de la contre-culture. Avant les années 60, les États-Unis, pour nous, c'est Hollywood, c'est tout. Mais là, on découvre, non pas l'américanisation, mais la culture américaine. Moi, je n'avais jamais lu Hemingway, Dos Passos, Dashiell Hammett, tout ce monde-là, là. William Faulkner. Puis là, n'oublie pas qu'à ce moment-là, un grand peintre comme Bordeaux va vivre à New York. Donc là, avant, on était axé exclusivement sur la France. Hein? Et là, donc, tout bouge. En littérature, c'est la Bardot qui va arriver, ou tout le formalisme et tout. C'est la peinture non figurative, ou des figuratifs comme Serge Lemoine. Donc, ce qui se passe en politique, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que vous programmiez le film de Joyce Wieland. C'est qu'à ce moment-là, il y avait des ponts entre tout. Entre l'art, le politique, le moral, puis on pouvait tout essayer, puis au pis-aller, c'était pas bon. Puis les gens disaient, ben, apprends-toi différemment. Mais il y avait une audience, il y avait une volonté, et quand tu parles que c'était grisant, oui, c'est une époque grisante. C'est une époque. Je veux dire, il n'y a pas une journée qui n'arrivait pas de quoi. Et je me souviens de Gilles Droux qui m'avait dit un jour à l'ONF, ce qu'il y a d'extraordinaire au Québec aujourd'hui, tu échappes ton Kodak à terre, puis tu ne peux même pas faire un mauvais film. Je trouve ça extraordinaire. C'était à filmer. Mais justement, Joyce Wieland, son film, outre l'aspect formel qui est assez intéressant parce que justement, elle prend un parti pris formel assez radical où elle décide de filmer que la bouche, qui est un peu le lieu d'énonciation par excellence de Pierre Vallière, qui lui va énoncer un manifeste en 3 parties. Mais ce qui était vraiment intéressant de ce film-là, bon, de un, comme on se disait, c'est une femme qui est un peu les grandes oubliées de tous ces films-là. Là, on n'a pas beaucoup parlé du féminisme alors qu'en parallèle, nous, sur Tank, on a énormément de films féministes. On s'intéresse beaucoup à la lutte féministe, fait qu'on en met souvent. Puis dans les années 60, c'était une époque où ça bougeait énormément. Fait que c'est assez curieux que la crise d'octobre et toute cette époque-là au Québec ne soit pas plus marquée ou qu'il n'y ait pas eu plus de ponts avec la lutte féministe, en tout cas pas dans comment on se le raconte. Mais pour venir à Pierre Vallière, c'est qu'à ce moment-là, lui, il énonce dans son manifeste ce
qui, moi, m'apparaît être tellement clair. Il dit un peuple libéré, c'est pas un peuple libéré pour soi. Personne veut sa petite liberté à lui. On veut se libérer pour libérer tout le monde. La raison d'être du socialisme, la raison d'être de toute indépendance, la raison d'être de toute libération, c'est le plein épanouissement, l'épanouissement sans limite autant que possible de tous les êtres humains, hommes et femmes, mâles et femmes, de manière à ce que chacun vive sa vie, que tous ensemble nous vivions notre vie le mieux possible, le plus fortement possible, le plus heureusement possible, avec le maximum de jouissance de tout ce qui compose ce qu'on appelle notre vie, la vie sur Terre. Comme il n'y en a pas d'autre, à ma connaissance, je crois que ce pourquoi il faut combattre, c'est de mettre dans cette vie le maximum de joie. Et pour ça, il va falloir faire l'effort collectif de nous libérer tous ensemble de toute forme de domination, d'exploitation. Et je crois que le mouvement de libération des femmes est celui qui place le problème de la libération à son niveau le plus profond et sans doute à son niveau le plus déterminant pour l'ensemble de l'humanité. Et qui parle de la question autochtone, puis il parle de la question des femmes, puis pour lui, ces choses-là vont de pair et sont absolument indissociables. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui a peut-être été pas assez nommé. Pourtant, les idéologues ou les théoriciens ou les intellectuels de l'époque le nommaient. Ils étaient conscients de ça. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Et en même temps, je te dirais que dans leur vie privée, les blondes des gars du FLQ, j'en ai connu, c'était des filles très politiques. Il ne faut pas oublier que Lise Balsé, c'était la blonde de Paul Rose. Et c'est grâce quand il y a le procès, on le voit dans le film merveilleux de Félix, Les Roses, les femmes n'ont pas le droit d'être jurées. Et c'est à partir de ce procès-là que les femmes protestent. Bon, ben, Lise Balsy, c'est très politique. Et les femmes qui sont là, c'est des conjointes, c'est des blondes, des gars qui sont toutes. Mais, sauf qu'à ce moment-là, à cause des circonstances, puis d'avoir des mesures de guerre, puis tout ça, c'est le nationalisme, appelons ça comme ça, l'indépendance du Québec, qui est plus ou moins à gauche selon les moments, qui arrache le morceau. Mais dans leur conversation privée, ces gars-là parlaient de féminisme et tout ça. Sauf que malheureusement, les traces de ça, il n'y en a pas. Sauf quelques actions d'éclat. Oui, absolument. Hein? Et je suis content qu'actuellement, à l'Espace Beau, il y a une exposition. Tu parlais de Léa Aubac, tout ça. Mais à ce moment-là, il y avait plein de manifs dans la rue qui regroupaient pas moins de monde que les manifs nationalistes. Et les gars et les femmes y allaient, sauf qu'il reste quoi? Tu sais, c'est ça qui est affreux. C'est qu'on n'a pas de film là-dessus. Oui, bien, heureusement, on a comme les films plus sur le mouvement de libération des femmes au Québec. Oui. Puis bon, justement, en parlant de la question du jury, il y a Jennifer Cartwright qui a fait un podcast debout pour raconter cette époque-là. Fait qu'il y a tout un travail peut-être de la jeune génération aussi pour aller rechercher les traces des luttes féministes ou des luttes parallèles qui étaient vraiment présentes et qui ont moins passé à l'histoire parce que l'histoire est faite par les êtres qui la font. Là. Donc, le travail... Exact. Fait que là, on travaille là-dessus. On travaille à revenir un peu puis à aller rechercher des bribes. Puis il y a tout un travail aussi à la Cinémathèque qui est fait sur la vidéo féministe parce que les femmes ont beaucoup pris la vidéo dans ces années-là aussi. Fait qu'il y a des œuvres qui ont été moins diffusées, mais qu'on atteigne. En tout cas, c'est un des mandats qu'on se donne, c'est de faire revoir ces films-là qui font partie de notre histoire cinématographique. Et c'est une des grandes raisons d'être de Tinc, c'est que ces films-là, que personne ne voit, bien là, qu'ils soient proposés. Exact, oui. Avec une mise en contexte, comme vous le faites si bien. J'ai une question qu'il y a eu probablement des tonnes et des tonnes d'hypothèses d'historiens ou de sociologues ou de politologues, mais ça reste pour moi un mystère. Pourquoi ou comment expliquer la haine de Trudeau des indépendantistes? Je veux dire, c'est un Québécois très, très à gauche, progressiste, proche des mouvements de libération nationaux, qui est proche des partis communistes. Comment est-ce que lui a pu... D'où vient son « just watch me » avec une telle arrogance, puis une telle... Il y a quelque chose, on le sent presque personnel.
Ouais. Avez-vous une hypothèse là-dessus? J'imagine qu'on peut juste faire des hypothèses, mais... Je t'avouerai que c'est pour moi un grand mystère, parce que tu ne croiras jamais, mais ça, je le sais de sources sûres. Le plus grand ami, en tout cas, un très, très, très grand ami de Pierre-Éliott Trudeau, toute sa vie, tu ne peux pas t'imaginer qui c'était. Camille Lorrain. Ah oui. Le roi 101. Et quand ils se rencontraient tous les deux dans les conférences fédérales provinciales, c'était chaleureux, ils se tutoyaient pas devant la caméra, alors qu'avec l'évêque, c'était pas ça. Donc, Trudeau. Je l'ai dit. Hein? Je l'ai dit parce que, excuse-moi là, c'est un gars, je dis, c'est un fort en thème latin, c'est que je pense qu'il n'a jamais compris fondamentalement le Québec. Et il y avait un modèle, comme Marchand, comme Petit, du Canadien qui était parfaitement dans les deux langues et qu'il voulait imposer parce que lui, il était arrivé. Et faut dire aussi qu'il y avait dans sa tête le nationalisme en Europe avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec Hitler et Mussolini avaient fait de grands ravages. Donc, il avait réduit le nationalisme québécois à ce nationalisme à tendance fascisante. Ça, c'était une chose. Deuxièmement, il y avait ce modèle de grand Canadien que moi, je ne partage pas, là, mais qui est théoriquement qui est quelque chose de correct. Là. Bon. Mais ce que je ne lui pardonne pas, excuse-moi, je vais employer un thème vulgaire, là, mais c'est qu'il nous a eu. Il nous a eu, premièrement, quand il profite de la Saint-Jean-Baptiste. C'est pour ça que ce film-là est important. Il n'y a pas d'affaire à être là. Je ne crois pas que c'était une autre procession de Saint-Jean-Baptiste que celle-là. Et là, les élections sont le lendemain matin, 12 heures après. Et là, il va éliminer Stanfield, mur à mur, là, du coast to coast. Hein? Bon. Deuxièmement, il nous fait des promesses. Il va nous trahir avec le lac Meech. Donc, il a systématiquement, à chaque fois qu'il a pu, trahi le Québec. Vraiment. Mais ça, justement, on peut peut-être réfléchir sur... déjà, on pourrait arrêter au film de Jean-Daniel Lafont, oui. que je trouve vraiment intéressant, qui aurait été bien de refaire maintenant, même en 2020, mais avec les quelques vivants, les quelques qui demeurent, mais de voir un peu où ils en sont. Les années 90, c'est la montée du néolibéralisme, il y a quelque chose de très, très... une force d'inertie dans la société, quelque chose de très technocratique. Et là, on voit Vallière et Gagnon dans une salle de classe de l'UQAM avec des gens habillés en veston-cravate et eux, ils disent qu'ils sont encore révolutionnaires, puis ils y croient encore. Ouais. C'est une leçon de force, moi, je trouve, et de conscience politique qui fait tellement de bien. Là. Moi, je suis disponible pour toute révolution. Et puis pour la révolution aujourd'hui même, je suis en colère. Je le suis autant que dans les années 60. Mais il faut un mouvement social, il faut une société qui veuille changer. Oui, M. Vallière, vous avez dit que vous étiez disponible pour n'importe quelle, bien pas n'importe quelle, mais une autre révolution. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu utopique? En fait, la révolution est une utopie à toutes les époques. Elle a toujours été une utopie, c'est pas nouveau aujourd'hui. C'était une utopie dans les années 50, c'était une utopie des années 60, c'est une utopie aujourd'hui, c'est toujours une utopie. Ça sera toujours une utopie tant qu'elle ne sera pas réalisée. La révolution, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement de l'égalité, de la justice, de la liberté. C'est ça, la révolution, quand elle s'accomplit. Mais ça, c'est en marche depuis des millénaires. Et ce qui est important, c'est pas de se dire, il y a 30 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. C'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Ce film-là est capital parce que d'abord, il est 24 ans plus tard, mais aussi, tu vois les dissensions, malheureusement, séculaires de la gauche dans tous les pays. La droite, à un moment donné, hein, quand il faut prendre le pouvoir, finit toujours par s'entendre. On le voit avec Trump, on le voit avec n'importe qui. La gauche, malheureusement, quand il s'agit de faire front commun, ça devient mission impossible. Regarde en France, le Mélenchon d'un bord, les écolos de l'autre, ça. Et même ici. Alors là, qu'il y a deux gars de la qualité de Vallière et de Gagnon
de l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre, du respect l'un pour l'autre, qu'ils n'arrivent pas à faire front commun, je trouve ça dramatique. Et moi, dans ce film-là, ça m'a mis à terre quand je l'avais vu à l'époque, puis de revoir tout ça, ça m'a mis à terre. C'est vrai que il y a quelque chose de presque un genre de mauvais sort là, ou de malédiction sur la gauche, mais qui fait partie aussi de ce qu'est la gauche, c'est-à-dire un rapport critique. Fait que d'être critique, des fois, oui, il y a comme une forme de... On se fait des jambettes, là, mais en même temps, ça va de soi. C'est dans l'essence même de cette pensée que de réfléchir, que d'être critique, que de vouloir être... Il y a comme une espèce d'incapacité d'action, des fois, ou de paralysie, parce qu'on est dans une réflexion constante, c'est réflexif comme mouvement versus la droite qui est dans un rapport à l'action. Et moi, je dirais que malheureusement, et là, il y a des gens qui ne m'aimeront pas, c'est que très souvent, avec les gens politisés, les personnes humaines deviennent des entités plus que des personnes. Tu sais, comme par exemple Gagnon, que j'aime beaucoup. Tu sais, pour les gens qui étaient pauvres, avoir l'assurance santé, ben, on regarde aux États-Unis qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est quand même quelque chose. L'assurance automobile, c'est quand même quelque chose. L'aide juridique, c'est quand même quelque chose. Bon, je sais que les coûts ici à l'université, ça pourrait être mieux que ça, là, mais quand tu compares, puis ça, c'est pas une justification, là, quand tu compares avec ce que ça coûte aux États-Unis, hein, bon. Alors, évidemment, ce ne sont pas des mesures marxistes-léninistes, mais ce sont des mesures sociales qui changent la vie de tous les gens. Et il y a une phrase d'Albert Camus que je n'oublierai jamais. Il dit ceci: il n'y a pas une idée humaine qui peut justifier la mort d'une personne. Et je pense qu'il faut avoir des idées, il faut avoir une réflexion absolue, mais en même temps, quand on l'applique à la réalité, puis de se battre entre nous, alors que si on réussissait à s'unifier, non pas pour noyer le poisson, mais augmenter la vie des gens, pour moi, c'est déjà une raison suffisante de dire, bon, on va essayer de s'entendre, sans renier, puis sans ne plus dire, ben, je ne reviendrai pas à la charge. Oui, c'est une belle manière de conclure ça, puis ça me fait un peu justement poser la question de quel héritage est-ce qu'on garde par rapport au projet de pays, de tout ce 50 ans où on a des commémorations, on se rappelle, on essaie de se souvenir, puis quand vous parliez du lien avec les nationalismes européens de l'époque, un peu, moi, je pense que c'est le gros drame de notre époque, c'est que le projet identitaire, le projet, en fait, social et politique du Québec a été noyauté ou utilisé ou instrumentalisé par des gens de l'extrême droite identitaire. Puis c'est un peu le drame de ma génération, c'est que moi, j'ai été élevée comme souverainiste par une famille souverainiste, puis après ça, en vieillissant, je me suis sentie beaucoup plus altermondialiste là, quand j'étais plus jeune et tout. Puis maintenant, je reviens un peu vers ce projet de pays, mais en étant tellement échaudée par ceux qui l'ont instrumentalisé, en étant tellement échaudée par le Parti québécois, fait que moi, je pense qu'en réécoutant tous ces films-là, ce que ça m'a juste rappelé, c'est à quel point la nécessité d'avoir un projet social et politique, et pas un projet identitaire, mais un projet social et politique, qui était là, qui était présent dans les germes de toute cette lutte-là. J'avais lu, grâce à Gaston Miron, c'était publié chez Maspero, un livre avec une préface de je ne sais pas qui était lumineuse. Il disait: les révolutions ont 3 étapes. Une étape politique, chronologiquement. C'est d'abord politique, deuxièmement économique et troisièmement culturel. Or, la particularité du cas québécois, c'est qu'il commence à l'envers. Il a commencé, il a réussi son indépendance culturelle. Alors que tu as des pays qui sont des représentants à l'ONU, qui ont des industries qui n'en ont pas de culture. Tu sais. Puis surtout dans les années 60, comme je te disais tantôt, c'était l'apparition d'Aquin, c'était l'apparition de Tremblay, c'était Marie-Claire Blais qui se déployait. Ça faisait, le cinéma, tu avais des films de Pierre Perrault, À tout prendre de Claude Jutras. C'était partout. Là. La musique, c'était extraordinaire. Écoute, quand je reviens de Paris en 63, ça va vous surprendre, ma mère me dit, il y a un grand slack. Il y avait une émission qui s'appelait Les Beaux Dimanches à Radio-Canada. Le dimanche soir, j'étais arrivé le vendredi. Elle a dit, je ne sais pas trop quoi faire à soir. Je venais d'arriver, puis j'étais fatigué. Tu regardes la télévision, il y a un grand slack qui ne sait même pas chanter. Il est pareil comme un bedeau, puis le monde de tout le monde, je ne comprends pas. C'était Gilles Vigneault.
Il faut dire aussi que quand je reviens en 63, ma mère me dit, je vais faire goûter quelque chose de nouveau. Et là, tu vas tomber de ta chaise. Il n'y avait pas de pizza quand j'étais parti. En 63, il y avait de la pizza. Et il n'y avait pas de brocoli non plus. Tu sais, non, mais c'est pour te montrer comment que c'est banal ce que je dis là, mais c'est pour te montrer comment que le Québec, en 10 ans, là, a vécu 100 ans, en fait. Ouais. C'était enivrant, mais en même temps, c'était dangereux parce que, tu sais, je veux dire, on essayait tout, comme disait Raoul Duguay, tout jusqu'au bout, tout le temps. C'était fatigant. On peut peut-être avoir... OK, je fais une dernière question parce que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé aussi, c'est le rapport à la violence. T'sais, justement, en réécoutant tout ça, à toutes les fois, on a le même... Moi, justement, dans ma famille, qui était très souverainiste, quand j'en parle à mon père, il était petit à l'époque, mais il disait on voulait pas se rendre à la violence, on voulait pas qu'il y ait des morts. Il y a vraiment une espèce de blessure terrible pour tout le monde, un traumatisme, mais il y a quand même eu un ministre tué dans notre histoire politique. C'est extrêmement rare comparativement à tous les pays. Ils ont fait des révolutions partout où il y a eu, mettons, je lisais un livre récemment sur la lutte d'indépendance en Algérie, mais c'était sanglant. Bon, c'est différent, le colonialisme était beaucoup plus violent, beaucoup plus organisé, il y avait du racisme. C'était une autre échelle, mais quand même, on a fait quand même une révolution avec un ministre tué, puis on tremble encore en parlant, comme si c'était absolument intolérable que ce soit passé. C'est assez exceptionnel quand même comme peuple. On n'est vraiment pas un peuple violent. Mais tu sais, je pense qu'on est une société qui est prête à des évolutions, mais qui n'est pas prête à une révolution. On ne le sera jamais. C'est pas dans notre... Puis, je dirais pas que c'est un défaut. On a toujours su, depuis la colonie, comment survivre. Et on a toujours réussi comme ça à s'en sortir. Et c'est pas dans nos traditions. Je ne dis pas que c'est pas dans nos gènes, parce qu'on peut être aussi méchant que n'importe qui. Mais c'est pas dans nos traditions d'être absolu. J'ai fait ça comme ça. Alors là, pour revenir à ce que je disais, on a une indépendance culturelle, bon, qui est menacée, par exemple. Avant, l'indépendance politique assurait l'indépendance culturelle. Là, c'est foutu, ça. Alors, on a un combat nouveau, et c'est pour ça que Tank, c'est important, pour maintenir notre culture vivante, active et correspondant à qui nous sommes. Et ça sera, le politique n'est plus capable de le protéger. Ouais. Comme en 1960. Oui, excuse-moi, j'en parlais avec Miron, pour te dire un sentiment d'époque. Miron me disait, notre culture est tellement forte en ce moment qu'on ne pourra jamais nous faire disparaître. C'était vrai en 1960, mais c'est plus vrai en 2020. C'est le changement de combat qu'on a tous ensemble, ta génération puis la mienne. Oui, puis c'est un peu comme vous racontez tantôt avec l'idée peut-être que Trudeau, en laissant faire et en donnant beaucoup d'argent pour la culture, c'est aussi une manière un peu d'annihiler les forces d'opposition ou d'annihiler le projet. Parce que si on avait eu à lutter plus violemment, bien, probablement que l'indépendance se serait fait avec plus d'acuité. C'est quand, là, maintenant, tout le monde est un peu dans une espèce de confort indifférent, là, où on peut bien vivre dans le Canada sans trop ça fasse de vagues, alors que... Pour aller dans le sens que tu dis, une illusion qu'on avait dans les années 60-70, on disait, les gens ne savent pas, parce qu'il y a un contrôle des médias par Power Corp et tout ce monde-là. Tu sais. Mais à partir du moment où les gens vont savoir, ils vont changer d'idée. Malheureusement, c'est faux. On a juste à voir aux États-Unis ce qui se passe. Les gens peuvent savoir, les gens savent, mais ils ne veulent rien entendre. Ouais. Et ici, garde comme par exemple sur les Amérindiens, ce qui est arrivé à l'hôpital de Joliette. Ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait longtemps que c'était fait. Il y a des rapports là-dessus. Mais on ne veut rien savoir. Alors qu'avant, on ne savait pas. Là, même si on sait, ça ne change pas plus. Absolument. Il y a des problèmes de société actuelle. Ah oui, je suis vraiment tellement d'accord, absolument. Il y a comme une espèce d'inertie. Puis, en fait, c'est ça. Moi, je pense que mon héritage, en tout cas, de la crise d'octobre, puis de toute cette escale-là que vous avez programmée, c'est vraiment cette idée de l'action politique, de la nécessité de l'action politique, puis de l'action politique et sociale, puis qu'il faut que ce monde-là ne se fera pas sans des militants.
il faut que les gens aient cette force-là parce que puis je trouve ça tellement beau quand on voit Paul Rose, c'est que même jusque dans la prison, il va être capable d'aller bouger. Partout, il y a des choses à améliorer. On peut pas se reposer. C'est pas le temps pour le repos, c'est le temps encore d'améliorer. Il y a trop de choses à faire encore. Ouais. Alors, on se donne bonne chance. Oui. Merci mille fois. Merci. Et je dirais pas nous vaincrons parce que c'est un peu connoté, mais je dirais à toi et à tous les autres, nous vivrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Masse. Vraiment, c'est très, très apprécié.